Le Rwanda n'est pas un pays comme un autre. Le génocide de 1994 a radicalement affecté son image internationale et a tellement marqué les esprits qu'on en est venu à oublier l'immense beauté de ce pays. Entouré par le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et la République du Congo, ce petit pays enclavé d'Afrique centrale a non seulement retrouvé son calme, mais fait figure d'exemple de réussite pour tout le continent. En pleine renaissance et débordant d'énergie, le Rwanda offre une incroyable palette de paysages sur de petites distances, avec ses grands volcans, ses savanes de l'Est et ses profondes forêts à la riche biodiversité. Le Nyabarongo, un des principaux affluents du Nil, serpente depuis Nyungwe où il trouve sa source. Il nous conduit à la capitale du pays, Kigali. Depuis sa fondation en 1907, la ville s'est agrandie sans grande planification urbaine, en occupant au fur et à mesure les collines des environs. À 1400 mètres d'altitude, abritant 1 million d'habitants, la capitale s'est forgée une solide réputation en Afrique pour son dynamisme et sa propreté. La gare routière est en perpétuelle activité. Bus et taxis collectifs desservent tout le pays. Impossible d'ignorer le drame qui a secoué le Rwanda pendant plusieurs années. En 1990, une guerre civile fratricide entraîne le pays dans le chaos. Elle s'achèvera en 1994, après une centaine de jours d'un génocide terrible à tout point de vue, et l'ethnie Tutsi sera la principale victime. Aujourd'hui, un important travail de mémoire a été accompli. Il participe à apaiser un deuil encore présent. On trouve des mémoriaux à travers tout le pays. Celui de Kigali est situé à l'endroit même où 250 000 personnes ont été ensevelies dans d'immenses fosses communes. Que ce soit le tribunal international d'Arusha ou les tribunaux traditionnels des villages, ils ont tous contribué à la recherche de la vérité, aussi cruelle soit-elle. Dans le jardin du mémorial, de grands pans de marbre attendent encore la liste des noms de personnes encore non identifiées. Le pays s'est lentement reconstruit, faisant preuve aujourd'hui d'une vitalité décuplée dans laquelle l'éducation tient une place fondamentale pour l'essor économique. Héritage de l'époque coloniale où les Belges avaient succédé aux Allemands, le français n'est plus la langue officielle, même si le Rwanda reste membre de la francophonie. S'il est encore assez répandu parmi les plus âgés, c'est l'anglais qui est devenu la deuxième langue officielle après le Kinyarwanda. Le dimanche, c'est évidemment jour du culte dans ce pays très pratiquant. Et à proximité d'une église, une chorale répète avec entrain sous le règne de la bonne humeur. Environ 65% de la population est chrétienne, avec une bonne majorité de catholiques. 25% appartiennent à des religions tribales proches du catholicisme et 10% sont des musulmans. Le transport roi à Kigali, c'est la mototaxi. Ils sont plusieurs milliers à se faufiler à travers la ville ou à attendre le client. Il y en a 78 000 à travers le pays, reconnaissables à leurs gilets colorés. Une activité souvent rentable et incontournable. Le dimanche, dans le grand stade de la ville, les congrégations religieuses protestantes attirent les foules, comme l'église presbytérienne du Rwanda.
Sur la scène se succèdent des chanteurs, des groupes et des danseurs. Le spectacle est entrecoupé de prêches adressés à un public installé de manière très organisée. Les ecclésiastiques ont les places de choix. Tout le monde est bien habillé, l'assistance est très encadrée et guidée. À Kigali, le dimanche, c'est aussi le jour des mariages. Et l'on se précipite dans les petits salons de coiffure dissimulés dans les sous-sols de rues étroites. Ici, chez Nigo, on pose patiemment des mèches que l'on tresse ensuite. Un style inspiré du Congo voisin. L'opération peut prendre plusieurs heures. Invariablement, les mariages se retrouvent dans le centre, au jardin Gisozi, pour de longues séances de photos. Les femmes portent ici la coiffure traditionnelle rwandaise, soulignée par un bandeau. En prenant la route vers le sud du pays, on comprend vite pourquoi le Rwanda a été surnommé le pays des 1000 collines. L'agriculture y emploie 90% de la population. Le riz, s'il ne fait pas partie des cultures majeures, occupe une place de plus en plus importante, en particulier dans les basses vallées. Pour cette céréale, le pays pense atteindre l'autosuffisance d'ici une dizaine d'années. Ancienne capitale du pays, Nyanza abrite une reconstitution de ce qu'était le palais royal. Il est difficile de maintenir un patrimoine historique lorsque les constructions de l'époque étaient entièrement faites de bois et d'éléments naturels. Il s'agit d'une réplique de l'enclos royal fondé en 1899 par le roi Musinga Yui V, mettant ainsi fin à la tradition nomade de ses prédécesseurs, lesquels disposaient de pas moins d'une cinquantaine de résidences dans tout le royaume. Derrière l'enclos, cette case gardée à l'époque par une jeune fille vierge était consacrée au lait, aliment central de l'alimentation. Dans son alignement, cette dernière case était réservée à la bière. Le plus spectaculaire à Nyanza, ce sont les vaches sacrées, les Inyambo, qui sont encore aujourd'hui élevées comme telles et l'objet d'un grand respect. Tous les matins, un des fermiers entonne un chant en l'honneur de la beauté et de la grâce de sa protégée.
Heya yanda kabuga yandi kinyabu yandi mirab yaruko nacho kogi kongoro do kwamuga gadira habo ndanga mirgwa we ye ndavuga ndanga mirgwa abaganwa baganda zikukanya magana bagoba ivuganira ibigwi no mubere biro intore zibereye guhamira tibama ndavuga ruhanga ngugu rwamindi shoza mihigo rudahenye kwise mu rugero rw'amakombe karusha inkubi hinda amareri kazira kwihunzomiye. À quelques mètres de là, le dernier palais royal date de 1931. Construit par les colonisateurs belges, il ne reste plus grand-chose, tout ayant été pillé au moment de la guerre civile. À quelques kilomètres de là, Boutaré, rebaptisé Houillé. C'est la grande ville du Sud et la capitale culturelle du pays, centre de plusieurs universités. La troupe Ourougangazi y perpétue la longue tradition des tambours Ngoma. L'histoire ancienne du Rwanda étant principalement de tradition orale, le chant a été l'un des principaux médiums de transmission au même titre que les poèmes. Dans cette danse, les femmes se réjouissent du retour des soldats. Notre répertoire est très structuré. Nous avons des chants qui sont dansés et des danses qui sont uniquement sur de la musique. Il y a des danses réservées aux femmes et d'autres uniquement exécutées par des hommes. Et enfin, nous avons des danses où hommes et femmes évoluent ensemble. L'Umu Amirizo est une danse guerrière qui démontre la bravoure des combattants au service du roi et relate de hauts faits d'armes. Le Rwanda est un petit pays de 26 000 km², plus petit que la Belgique, mais avec une grande diversité géographique. Au sud-ouest, le parc national de Nyungwe est l'un des rares endroits où la forêt primaire a survécu aux grandes coupes de bois faites pour répondre aux besoins de chauffage et de la cuisine. C'est l'une des forêts qui possède la plus grande biodiversité de toute l'Afrique. On y trouve en particulier différentes espèces de singes, dont les chimpanzés. Difficiles à approcher, ils ont de quoi redouter la présence de l'homme qui les a longtemps chassés. Ici, cette forêt s'appelle la forêt des démons, et ce nom a sans doute peut-être permis à leur habitat d'être épargné par les bûcherons. Les rangers du parc exercent une surveillance active. Nowadays, it's not like before.
Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, où les gens chassaient pour de la viande. Aujourd'hui, ils ont compris l'importance des chimpanzés. Ils attirent des visiteurs et des devises sur le pays. Et pour développer le pays, il va falloir aussi travailler avec les anciens braconniers pour les écarter de la forêt. Maintenant, les chimpanzés sont en sécurité. Ce n'est plus comme avant. Il est difficile aujourd'hui d'estimer la population des chimpanzés au Rwanda. Ils sont tous principalement concentrés autour de Nyungwe et leur nombre pourrait désormais se situer en dessous de la barre des 300 individus. L'espèce est clairement en danger. La population est en déclin du fait de la chasse pour la viande de brousse maintenant plus active au Congo qu'au Rwanda. On capture aussi les bébés pour alimenter le commerce d'animaux de compagnie. Les maladies, la disparition des milieux naturels en faveur de l'agriculture ou de l'exploitation minière et la fragmentation de l'habitat ont conduit à l'isolement de petites populations qui risquent de ne plus être génétiquement viables à long terme. Moins en péril, les cercopithèques de l'Eust ou singes des montagnes ont compris qu'à proximité de la route, il y avait moyen de compter sur certaines bonnes âmes pour grignoter quelques bananes. Au vu des gabarits de certains d'entre eux, on comprend que ces singes sont bien nourris. La forêt compte plus d'1 millier de plantes, fleurs, arbres de différentes espèces, dont certains sont endémiques. Pour protéger la forêt particulièrement dense et la rendre plus accessible, les autorités ont édifié des ponts suspendus au-dessus de la canopée. Les emprunter constitue une expérience à la fois magnifique et vertigineuse. Un peu à l'écart de la forêt, à la limite des premiers champs de thé, on trouve quelques colonies de singes colobes blancs et noirs. Ils vivent également en groupe. Le début de la matinée est consacré à se nourrir, pour ensuite profiter d'une longue sieste dans les arbres pendant que les plus jeunes jouent. Le plus grand prédateur de ces singes n'est pas l'homme pour une fois, mais bien le chimpanzé lorsqu'il lui prend l'envie de varier son régime végétarien et de s'offrir de la viande. Aujourd'hui, les colobes sont vulnérables. Ils ne sont pas vraiment en danger parce que leur nombre augmente, mais ils sont vulnérables. Ils ne sont pas en danger comme les chimpanzés ou les gorilles. Je dirais qu'ils sont vulnérables dans le sens où il n'en reste pas beaucoup. Au pied de la forêt, d'immenses champs de thé rythment les ondulations des collines. Le thé est une culture relativement récente au Rwanda, mais qui connaît une croissance fulgurante. Elle devrait passer en tête des exportations, devançant ainsi le café. Dans ces grandes exploitations, on cultive un produit de consommation courante. On retrouve des thés plus fins dans le nord du pays, au pied des volcans. Du haut du village de Gisakura, on peut apercevoir par temps clair le lac Kivu.
l'un des plus grands d'Afrique. Il fait 89 km de long sur 48 de large et constitue une frontière naturelle avec la République démocratique du Congo. Ses côtes sont particulièrement découpées, alternant les baies profondes avec de paisibles criques où les pêcheurs traînent leurs filets. Malgré l'altitude, la canne à sucre s'est toujours épanouie au Rwanda. Avec les remous du marché mondial dans le milieu des années 90, la production a chuté de 50%. La canne à sucre reste une friandise recherchée que l'on propose sur la route aux arrêts de bus. Les enfants la mâchonnent volontiers sur le chemin de l'école. Sur les rives du lac vers Niamachté, on cultive du riz et on fait du commerce avec le Congo. De grandes pirogues circulent des côtes du Rwanda vers des îles au milieu du lac dont certaines sont habitées. Elles vont ensuite jusqu'à la République démocratique du Congo où l'instabilité politique a ruiné l'économie. En approchant de Kibuye, à mi-parcours vers le nord, les baies se font plus accueillantes et des hôtels commencent à attirer un tourisme qui ne demande qu'à décoller. De l'autre côté de la ville, les grandes pirogues rentrent doucement de la pêche après une nuit passée en mer. Les grandes perches servent à poser et remonter de grands filets. Elles ont déjà livré le plus gros de leur pêche à un bateau venu à leur rencontre au petit matin. Là, elles rentrent avec du menu fretin qui servira pour la friture. Elias Maoubazi connaît chaque recoin de ces criques autour de Kibuye. Dans sa barque avec laquelle il promène des visiteurs, son chant invite les touristes à venir découvrir les beautés de l'endroit. De nombreuses petites îles à proximité de la côte forment de véritables havres de paix. L'île Miamunini est surnommée l'île Napoléon, sa forme rappelant le fameux chapeau de l'empereur. Celle-là est la plus grande des environs. L'île est déjà moins calme. Elle abrite une grande colonie de chauves-souris. Kibuye est une petite ville en pleine croissance. Ses fjords, ses baies et criques en font l'attrait et attirent le visiteur. À l'endroit où viennent accoster habituellement les pirogues de pêche, se déroule chaque samedi matin un marché un peu particulier. Grossistes, marchands ont traversé le lac depuis la République démocratique du Congo
pour venir remplir les cales de leurs grandes pirogues. Dans un invraisemblable brouhaha, on achète en direct volailles, bétail, fruits et légumes. Du côté des bananes plantains, ce sont les femmes qui gèrent les échanges, tandis que les hommes font des tours de force. Les plus bruyants sont les cochons, parce que chaque acheteur veut voir la langue de la bête avant de l'acheter, afin de vérifier qu'elle n'est pas porteuse d'un virus. Évidemment, cela n'est pas du goût de l'animal. En remontant au nord vers Gisenyi, on traverse les plantations de café situées plus haut en altitude. En août, on ne distingue que des graines vertes. Les récoltes s'étaleront d'octobre à janvier. Un peu plus loin, une scierie 100% manuelle exploite le bois d'eucalyptus qui a été récemment planté à grande échelle à travers le pays pour compenser la déforestation massive. Encore aujourd'hui, dans sa grande majorité, le bois est transformé en charbon pour la cuisine et pour le chauffage. Ici, on découpe avec précision de longues planches qui seront utilisées en menuiserie. L'éducation et la scolarisation sont les fers de lance du dynamisme du pays. C'est ce qui a permis au Rwanda de se reconstruire après tous les drames qu'il avait endurés. À la récréation, comme partout dans le monde, c'est le foot qui domine et le système D en guise de ballon. Gisenyi est la grande ville du nord du lac Kivu. Frontalière avec la République démocratique du Congo, elle a été une des premières stations balnéaires du pays. La ville est située au pied du volcan Nyiragongo. En fin de journée, les connaisseurs se retrouvent à 7 km du centre où se trouvent les sources chaudes de Nyamyumba. Ils se détendent dans de petits bassins naturels d'eau chaude, parfois bouillante et aux vertus curatives. Au nord du pays, le paysage est dominé par les volcans qui sont protégés dans un parc national. Le Karisimbi et le Visoké sont les derniers refuges des gorilles. Au pied de ces montagnes, on cultive la pomme de terre et du pyrètre,
une plante qui possède un fort pouvoir anti-moustique. À partir de 2500 mètres d'altitude, on trouve dissimulées dans les bambous les premières familles de gorilles. L'idée de créer un parc pour protéger les gorilles remonte à 1925, à l'initiative des Belges qui occupaient alors le pays. Mais il a fallu l'incroyable travail de la scientifique Diane Fossey pour comprendre le comportement de ces grands singes. Son engagement contre les braconniers lui coûtera d'ailleurs la vie en 1985. Aujourd'hui encore, la lutte contre les braconniers reste une priorité. Mais la protection des gorilles passe aussi par un contrôle très strict de l'accès des visiteurs à leur zone de vie. On y arrive après plusieurs heures de marche, par petits groupes, et la durée d'observation ne peut excéder 1 heure. Dans une famille, le chef, c'est lui, un mâle au dos d'argent. Il peut peser jusqu'à 200 kg et vivre jusqu'à 45 ans. Hagashiya, lorsqu'il a pris le contrôle du groupe, avait 14 individus avec lui. Aujourd'hui, ils sont près de 28, dont beaucoup de jeunes. Il a plusieurs femmes, mais il arrive que des femmes divorcent et aillent voir ailleurs en rejoignant un autre clan. Ils se nourrissent principalement de feuillages, de pousses de bambou et d'écorces d'eucalyptus. Ils passent plus de la moitié de leur temps à se nourrir. Le massif de Virunga est partagé avec la République démocratique du Congo, qui n'a pas déployé les mêmes moyens que le Rwanda pour préserver les gorilles. Même si leur population est en augmentation, la porosité de la frontière, la corruption et le braconnage restent une menace importante pour leur survie. Dans les années 60, les gorilles vivaient plus bas. La déforestation, la poussée démographique ont restreint leur habitat naturel. On estime aujourd'hui à 800 individus la population de ces grands singes dans le massif de Virunga. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des menaces, bien sûr, relatives aux pièges. Mais pas l'intention, ce n'est pas les gorilles. Ce sont les gens, les braconniers qui veulent capturer les petits gibiers comme les antilopes, les cépharophes, pour manger, puisque goûter la viande de forêt. Mais le braconnage ici, c'est pas grand-chose ici. C'est une protection qui va encore demander d'importants moyens financiers, afin de sauver une espèce qui partage 97% de ses gènes avec l'être humain. En contrebas des volcans, dans les vallées autour de Musanze, les bananeraies s'étalent à perte de vue. Que ce soit la banane plantain, qui est un légume, ou le fruit, elle constitue une des bases de l'alimentation. Dans tous les villages, on produit artisanalement de la bière de banane, une boisson que l'on consomme en général en fin de semaine et à l'occasion de fêtes ou de mariages. Elle n'est pas mise en bouteille car elle a une durée de conservation très limitée. Au Rwanda, il y a peu de voitures, on marche beaucoup.
Les femmes qui se rendent à un mariage portent sur la tête des agazeke, des petits paniers tressés qui contiennent des cadeaux ou des affaires personnelles. Le vélo reste le moyen de transport le plus utilisé, y compris pour des charges importantes comme ces sacs de pommes de terre. Une des spécialités autour de Musanze. Le vélo-taxi avec une simple planche sur le porte-bagages est aussi très populaire. À l'ombre du volcan Muavura, deux grands lacs se font face mais à une altitude différente. Le lac Burera et le Ruondo. Le Burera est à 1800 mètres d'altitude. Il possède même quelques îlots qui sont habités. Les pêcheurs sont rares. La pêche y est normalement interdite depuis les années 1990 en raison d'une surexploitation des ressources. On y pêche cependant la nuit à la lampe à l'aide de filets. Du côté du village de Gassoré, les pêcheurs vivent dans de petites cases en pisé. L'activité sur le lac est limitée et ce sont surtout les plus jeunes qui passent des nuits entières sur leur pirogue. Ils viennent de tout ranger et s'apprêtent à aller dormir. Dans une grande partie du Rwanda, il n'y a pas d'eau courante dans les maisons, et ce sont souvent les plus jeunes qui sont de corvée. On trouve partout de l'eau en abondance, surtout dans les régions montagneuses autour des volcans. Dans cette partie au nord du pays, il existe plusieurs techniques pour se construire une maison. La plus couramment utilisée est de se préparer des briques à base d'argile et de terre rouge pour ensuite les faire sécher au soleil. Quelques brins de paille permettent d'en assurer la tenue. Il reste ensuite à dresser les murs. Le mortier est assuré par un mélange de terre humide. Les linteaux sont en bambou ou en eucalyptus. Suivant les moyens de la famille, le toit sera en tôle ondulée, en paille de bananier, voire en chaume. Plus cher et plus solide, on peut aussi construire avec des briques cuites. Ces immenses fours très artisanaux sont déjà toute une aventure. 3 immenses brasiers sont entretenus à la base de l'édifice. On expédie ensuite les briquettes qui viennent d'être moulées vers le haut
où elles vont être plaquées contre la paroi brûlante et cuire ainsi pendant quelques jours. À 1700 mètres d'altitude, la vallée de Siowa est de toute beauté. C'est ici que l'on cultive un des thés les plus fins du pays qui sera dans sa grande majorité exporté. Une grande partie de la production du domaine Sorwate est réalisée sans pesticides, avec l'aide de spécialistes venus du Sri Lanka. L'idéal serait de pouvoir convertir toute l'exploitation en bio. Depuis quelques années, le thé est une véritable aubaine pour la région. Et le domaine emploie désormais 3000 cueilleurs. On fait surtout du thé vert en altitude parce que la qualité de thé vert en altitude est meilleure comparativement à celle du thé noir. L'usine a été construite sur le modèle de ce qui existe en Inde et au Sri Lanka à l'ancienne, par un Américain, Joe Wertheim, en 1975. La performance tient tout autant dans le fait d'avoir pu financer les installations par des fonds publics internationaux que d'avoir réussi à produire des thés de grande qualité. 7 à 8% de la production est consacrée au thé vert, qui connaît un succès grandissant. La production de Sorwate représente désormais plus de 15% du marché rwandais. Dans un des villages autour des plantations, les femmes au sein de l'association Girishema perpétuent la tradition du agaseke, ces paniers tressés. nta kibazo uyu murimo ni mwiza cyane uwatubonera isoko tukajya tuwukomeza byatuma Ils seront vendus avec du thé de la plantation en apportant ainsi un revenu supplémentaire aux familles. En prenant la piste vers l'est du pays, un arrêt s'impose dans un garage en plein air dédié au vélo. Avec les pistes, les nids de poules, les pierres, ils sont soumis à rude épreuve. Mais ici, non seulement on fait des miracles, mais on sait aussi les décorer pour les rendre uniques. Plus bas, à Ntunga, le marché hebdomadaire est impressionnant. En dépit des apparences, tout y est organisé et surveillé. Ici, on prépare de l'isombe, une pâte réalisée à partir de feuilles de manioc, très utilisée dans la cuisine quotidienne. Comme pour le marché des Congolais à Kibouye, ce sont les femmes qui ont les affaires en main. Même si les bananes, le sorgho, les patates douces et les haricots constituent l'essentiel des ressources agricoles du pays, la richesse des terres volcaniques associées aux pluies généreuses permettent dans ces régions de diversifier les productions.
Nous voici maintenant à l'est du pays, à proximité de la frontière tanzanienne, dans le parc national de l'Akagera. Créé en 1934, il a été pendant une époque un des plus beaux parcs africains. Après les drames de la guerre civile et du génocide, un afflux de réfugiés rwandais est rentré au pays, obligeant les autorités à amputer la surface du parc de 50% pour pouvoir leur donner des terres. Dans la zone humide et sur les différents îlots du lac Ihema, papyrus et plantes aquatiques abritent une vie foisonnante. Les plus visibles sont les hippopotames. Ils sont près de 1500 dans le parc et peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Ils vivent près de 30 ans. Ils se nourrissent surtout la nuit pour engloutir les 130 kg d'herbe quotidiens dont ils ont besoin. Ils peuvent parcourir jusqu'à 7 km pour trouver de la nourriture. Même s'ils peuvent réaliser des apnées de 6 minutes, ils ne nagent pas, mais marchent sur le fond du lac. Les îlots et les berges sont des lieux privilégiés pour accueillir plusieurs espèces d'oiseaux, qu'ils soient de passage lors d'une migration ou pour nicher de manière permanente. Près de 525 espèces ont été répertoriées, qui vont des rapaces aux hérons les plus fins. En revanche, pour repérer les crocodiles du Nil, il faut avoir l'œil. Autant les tout jeunes bébés naviguent insouciants entre deux eaux, autant les adultes sur Terre se fondent avec talent dans la nature, bien que mesurant 4 à 5 mètres. Le jabirou d'Afrique avec son bec coloré est un échassier qui ne passe pas inaperçu. Il peut mesurer jusqu'à 1,50 m. Il laisse les crocodiles indifférents, eux qui mangent essentiellement des poissons. Mais contrairement aux apparences, ils sont en permanence sur leur garde, prêts à détaler à la moindre alerte. Au Rwanda, on appelle le phacochère Pumba, un surnom peu flatteur qui fait référence aux errements de l'animal en cas de danger. Au-dessus des zones humides, des collines boisées permettent d'accéder progressivement à la savane. Les zèbres seraient encore plus de 1800. En 1975, on dénombrait 300 lions. Ils sont en train d'être réintroduits avec beaucoup de patience. Nous avons introduit 7 lions proviennent en Afrique du Sud, 5 femelles et 2 mâles. Mais aujourd'hui, nous avons 14. Il y a 3 femelles qui sont mises en bas. Nous avons 7 bébés. Aujourd'hui, nous avons 14 lions. Le parc n'a pas échappé au carnage des hommes. Il y avait dans les années 1960 près de 90 rhinocéros. Hélas, le dernier a disparu en 2007. Comme pour les gorilles, une des solutions pour combattre ce fléau est de travailler avec d'anciens braconniers pour les impliquer dans des activités permettant de compenser le manque à gagner du braconnage.
Cette antilope waterbuck a une astuce pour échapper aux prédateurs. En cas de danger, elle sécrète une odeur déplaisante qui rend sa viande immangeable. Il faut aussi se méfier du côté nonchalant des buffles. Ils peuvent être très vifs et chargent facilement les visiteurs. Les girafes sont arrivées dans le parc en 1986. Elles ont été offertes par le gouvernement kényan. Il s'agissait de 6 girafes Maasai et elles sont 90 aujourd'hui. Chaque année, il y a les 5% de l'OVNI du parc et ils vont dans les coopératives des gens qui vivent au bord du parc pour soutenir dans différents projets pour construire les hôpitaux, pour construire les écoles. Impliquer et faire comprendre à la population l'intérêt économique du parc pour la région a porté ses fruits. Le respect de l'environnement, la lutte contre le braconnage rendent la région plus attractive et contribuent à en faire une destination touristique. C'est ici que s'achève notre périple dans ce pays des 1000 collines, qui mérite bien mieux que l'image douloureuse que lui a léguée son histoire mouvementée. Ce petit pays à la géographie si riche et à la population si dynamique incarne à merveille l'Afrique éternelle, tout autant que le réveil d'un continent en plein devenir.